Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une nouvelle édition de Bonjour chez vous, votre rendez-vous d'information politique et parlementaire avec des débats, de l'analyse et un éclairage sur l'actualité de vos territoires. Une émission en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les indés radios. Dans un instant, place à l'invité politique. Aujourd'hui, nous recevons Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Mais avant cela, on va voir les principaux titres de ce mercredi 20 mai. Le constructeur automobile Renault pourrait fermer 4 usines en France. C'est une information du Canard enchaîné, confirmée par l'agence France Presse. Ces 4 usines emploient actuellement 3600 salariés. Une prime exceptionnelle pour les enseignants. Le gouvernement prévoit de verser jusqu'à 1 000 € à chaque membre de l'éducation nationale qui a été mobilisé pendant cette crise. Faut-il organiser le second tour des élections municipales au mois de juin? Le conseil scientifique n'y est pas opposé, mais il recommande des mesures sanitaires très strictes. On en débattra dans notre club des territoires. Tout de suite, l'invité politique de Bonjour chez vous. Et j'accueille ce matin Damien Abad. Vous êtes député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Damien Abad. Bonjour. Alors nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour couvrir plusieurs sujets d'actualité. Et on va commencer par l'actualité économique, car le constructeur automobile Renault pourrait fermer 4 usines en France. C'est une information du Canard enchaîné. Qu'est-ce que l'État doit faire pour éviter cela ? Eh bien, il faut relancer la machine économique. Très clairement, on voit bien aujourd'hui que le confinement aura des conséquences économiques majeures. J'ai entendu le chiffre de 76% de baisse de vente des secteurs automobiles aujourd'hui au niveau européen. Et donc, ce que l'on peut constater très clairement, c'est qu'il va y avoir des difficultés économiques, et notamment à la rentrée, et des risques de plans sociaux. Donc, l'État doit être mobilisé pour soutenir et investir stratégiquement dans les filières essentielles comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme ces secteurs clés en France qui sont pourvoyeurs d'emplois et créateurs de richesses. Alors précisément sur ce plan social à Renault, il pourrait intervenir avant la rentrée. Il y a une certaine urgence. Je rappelle que l'État est actionnaire à 15% au capital de Renault. Est-ce que l'État doit dire aux constructeurs, il faut attendre avant de licencier, avant de réaliser ce plan social? Il faut en tout cas qu'une discussion se fasse entre partenaires et notamment entre l'État et le constructeur. Je pense qu'aujourd'hui, avoir un plan social avec 3600 emplois menacés, ce n'est pas rien. Et donc, ce n'est pas une décision qui peut se prendre comme cela à la légère. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas précipiter les choses. On démarre à peine le déconfinement et donc il faut pouvoir engager cette reprise économique. C'est d'ailleurs pour ça que chez les Républicains, nous demandons à ce que le projet de relance il ne se fasse pas en septembre. C'est trop tard au mois de septembre. Il faut le faire dès l'été parce que c'est ce qui va permettre d'enclencher la machine économique. Et malheureusement, l'actualité nous le montre que c'est indispensable d'agir dès maintenant, notamment pour les grandes entreprises, notamment pour les constructeurs automobiles, parce qu'on sait que la filière automobile est fortement touchée, elle est impactée et elle va être impactée sur la durée. Mais on ne peut pas se satisfaire de plans sociaux qui vont tomber les uns après les autres, sans discussion, sans négociation et sans perspective d'avenir. Mais est-ce que la relance économique, ça suffit? Est-ce que dans le cas de Renault, l'État ne doit pas geler ses licenciements, tout simplement? Vous savez, il y a ensuite une loi économique qui fait que vous pouvez essayer de geler tous les licenciements qu'il faut. Eh bien, c'est impossible. Je dis toujours que tant que les politiques monteront sur les fours de Florange, c'est qu'on n'aura pas compris quel est finalement l'impact économique de tout ça. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse être dans l'anticipation, qu'on puisse réfléchir, par exemple, à des mécanismes d'annulation de charges sociales, qu'on puisse définir ensemble des exonérations éventuellement fiscales, qu'on puisse surtout relancer de l'investissement public. Et dans les investissements stratégiques, peut-être qu'il faut un plan plus important qui permettra, c'est ça la relance, c'est qu'aujourd'hui, combler un manque de demande qu'il y a du fait de la crise économique majeure. Et donc l'État, il doit se substituer parfois. Mais on le sait, je ne crois pas que ce soit des mécanismes de gel de licenciement qui permettront de répondre à ces questions. Non, il faut rentrer dans la négociation et soutenir nos partenaires et soutenir nos constructeurs en France, mais aussi, bien sûr, en exportation à l'étranger. Alors, vous le disiez, il y a un enjeu pour relancer l'économie du pays. Il va y avoir un débat sur le temps de travail des Français. Est-ce qu'il faut mettre fin, au moins temporairement, à la règle des 35 heures? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que moi, je préfère qu'on augmente le travail plutôt qu'on licencie les gens. Je pense aussi qu'il faut, non pas une règle, un cadre national, mais je pense qu'il faut donner de la souplesse au niveau des entreprises. Donc moi, je souhaite qu'on ait des accords d'entreprise que là où c'est nécessaire, parce qu'il y a des secteurs où ça sera nécessaire, parce qu'il y a des secteurs où il y aura une mobilisation de l'activité, notamment cet été,
quand vous vendez des tables de jardin, quand vous vendez des choses qui sont très saisonnières, il faudra cette activité intense. Et donc il faut que la loi le permette d'aller plus loin que les 35 heures, mais je mets une condition à ça, c'est que le travailler plus doit forcément entraîner le gagner plus. Il est hors de question de passer par exemple de 35 à 37 en étant payé 35. Et donc ça c'est un point important. Et deuxièmement, il ne faut pas que ça soit général. Pourquoi ? Parce qu'il y a des secteurs qui eux vont connaître par contre l'activité partielle. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que demain, que dans les cafés, dans les restaurants, il faille travailler plus. Parce que la réalité, c'est qu'il va falloir déjà trouver du travail pour l'ensemble des salariés. Donc il faut du pragmatisme, du cas par cas et donner ce cadre très souple. Donc vous proposez un travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire des heures supplémentaires qui seraient encore plus défiscalisées ? Qui sont déjà bien défiscalisées, notamment sur la partie charges sociales. On pourrait aller un peu plus loin, mais surtout permettre ces heures supplémentaires, permettre cette intensification du temps de travail, cette modulation et au-delà des heures supplémentaires. Je souhaite aussi qu'on ait un cadre qui permette l'annualisation du temps de travail, qu'on puisse peut-être dans certaines semaines travailler davantage que 35 heures et inversement d'autres revenir à 35 heures. C'est cette annualisation qui est nécessaire et ça ne peut pas... Si on le fait dans un cadre national, on le sait, on sera dans un système de blocage. Donc nous devons le faire entreprise par entreprise, secteur par secteur. Alors, Damien Abad, on va parler d'une autre actualité importante. Elle concerne les élections municipales et l'organisation du second tour du scrutin. Le Conseil scientifique n'est pas opposé à organiser ce scrutin au mois de juin. Mais en tout cas, il recommande des mesures sanitaires très strictes avec, par exemple, la modification des règles d'organisation de la campagne. Un scrutin qui serait vraiment sécurisé au niveau sanitaire. Et puis, le Conseil scientifique demande également une nouvelle évaluation dans 15 jours, compte tenu de l'extrême prudence quand même de cet avis du Conseil scientifique. Est-ce que selon vous, il faut organiser les élections municipales en juin ? Je suis aussi très prudent, parce que je crois que l'opération électorale en elle-même, elle peut être organisée. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, et notamment c'est la question de la campagne qui est posée en tant que telle. Je pense que ça doit être un choix sanitaire, et uniquement un choix sanitaire. Et que donc il faut que les choses soient claires. Soit les conditions sanitaires sont réunies, et alors nous pouvons tenir ce second tour, et le gouvernement doit en décider ainsi. Soit ces conditions sanitaires-là ne sont pas réunies, ou on considère qu'il y a des risques qui sont trop importants. Et alors, il ne faudra pas hésiter à reporter ce second tour. Mais je crois vraiment, et j'insiste sur ça, je pense que ça doit être un choix sanitaire, avant même d'être un choix politique. Je voudrais simplement rajouter un point, c'est que il y a aussi quand même un enjeu économique. On le sait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communes, beaucoup d'intercommunalités qui ne sont pas installées et ce n'est pas sans conséquence. Je sais que les Français ne sont pas intéressés par les élections, que ce n'est pas leur problème et j'en conviens parfaitement. Je dis simplement, il y a juste un petit sujet, c'est l'investissement public. 75% de l'investissement public vient de nos collectivités locales. Et laisser des communes, des intercommunalités en jachère, sans installation et mettre une démocratie locale entre parenthèses, ce n'est pas sans conséquence, y compris dans la relance économique. Donc pour vous, il faut attendre 2 semaines et l'avis définitif du Conseil scientifique ? Il faut que le gouvernement prenne ses décisions. Aujourd'hui, il y aura une consultation des chefs de parti à Matignon. Je pense qu'à l'issue de cette consultation, il faut qu'une orientation soit claire. Que l'on ait un rendez-vous d'étape, oui. Parce que vous savez, moi j'ai dit, je refuserai de voter les yeux bandés. D'ailleurs, Gérard Larcher et Bruno Retailleau ont la même opinion que nous. Voilà, donc je pense que c'est important qu'on ait ce rapport-là, mais il faut quand même qu'on ait une orientation, parce que moi je me mets à la place des candidates et des candidats. Toutes celles et tous ceux qui vont être candidats, ils ont quand même besoin de savoir s'ils peuvent mener une campagne, s'il va y avoir un vote dans un mois ou pas. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain non plus, donc il faut quand même donner une perspective. Et justement, à propos de cette campagne, avec des mesures sanitaires très strictes, l'interdiction de rassemblement, l'interdiction de contact social finalement pendant cette campagne, est-ce que cette campagne est souhaitable au mois de juin ? Elle est difficile, elle prendra certainement une autre forme, peut-être qu'elle se fera davantage avec des outils numériques. Nous-mêmes, on utilise aujourd'hui beaucoup plus la visio. C'est sûr que les réunions publiques, le contact physique, ça sera impossible, y compris dans cette campagne. Donc il faut peser les coûts et les avantages. Est-ce qu'on est sûr qu'au mois de septembre, on pourra avoir une campagne avec des réunions publiques ? Est-ce qu'on est sûr qu'on pourra peut-être faire 2 tours, parce que ce sera nécessaire de faire 2 tours en septembre ? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a moins de risques ? Est-ce qu'il y a moins de risques à faire l'élection en septembre qu'en juin ? Je n'en suis pas sûr non plus, parce que tout dépend de l'évolution épidémique en tant que telle. Donc c'est tous ces éléments-là et toutes ces données sanitaires qu'on a besoin d'avoir. Vous parliez des outils numériques pour réaliser cette campagne qui ne ressemble à aucune autre. Il y a une partie des électeurs qui ne sont pas connectés et qui n'ont pas vraiment accès à ces outils. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faudra aussi, si jamais ces élections se tiennent, lancer une grande campagne de procuration. Je vois bien l'inquiétude des personnes âgées, des personnes dites fragiles, et elles doivent pouvoir voter.
Si elles le souhaitent, elles doivent pouvoir le faire. Donc il faut organiser et simplifier le système de procuration, notamment pour les personnes âgées qui ne pourront pas se déplacer parce que par crainte, par peur ou aussi par précaution sanitaire, il faut qu'elles puissent avoir accès au vote. Donc c'est pour ça que tout ceci, ça s'organise. Et aujourd'hui, on est déjà quasiment à un mois du rendez-vous peut-être électoral, et donc il y a urgence sur cette organisation. C'est pour ça que je pense que moi, je ne souhaite pas que... Je suis très prudent, très réservé, parce que je crois il faut que les choses se passent dans les meilleures conditions et que tout le monde puisse aller voter s'il souhaite le faire. Et aujourd'hui, je vois bien que peut-être toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors, vous le disiez, les chefs de partis politiques vont être concertés aujourd'hui. Hier, c'était les associations d'élus. Il y a eu un échange bref, d'ailleurs, avec le président de la République. Pourquoi le Parlement ne doit pas être consulté et décidé par un vote de cette date électorale ? Mais parce qu'il a déjà été. Parce que le travail parlementaire a déjà été fait, parce que nous avons voté une loi le 23 mars qui dit qu'il y a un rapport au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui sera remis le 23 mai, et que donc tout est dans la loi, y compris la date du Conseil des ministres qui va organiser les élections. Donc ça ne sert à rien de revenir à un vote. On a bien compris la petite manœuvre politicienne qui consiste à ouvrir le parapluie et à mouiller les oppositions sur quelque chose où le gouvernement ne veut pas assumer seul la décision. Sauf que c'est lui seul qui a la décision. Donc on pourra nous consulter autant que l'on veut. À un moment donné, celui qui tranchera en dernier ressort, ce sera le gouvernement. Et c'est comme cela, c'est eux qui sont à responsabilité. Donc nous, on a fait notre part de job. On a fait notre travail parlementaire. Il y a un rapport, il y a une loi qui est très précise, très argumentée sur le sujet. Donc maintenant, c'est une affaire de parti. Et c'est aux partis politiques et c'est au gouvernement de régler cette question. Et en même temps, pour l'organisation du scrutin du premier tour, juste avant le 15 mars, eh bien, la droite parlementaire avait vraiment donné son avis pour justement qu'il y ait un premier tour. Pourquoi ne pas le donner sur le second tour ? Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Je sais qu'on nous a parfois accusés à tort d'avoir mis la pression sur l'exécutif et autres. La réalité, c'est quoi ? Moi, j'y étais à cette réunion à Matignon. Et la dernière réunion, jamais, à aucun moment, le Premier ministre n'a posé la question aux représentants de partis qui étaient autour de la table en disant est-ce que oui ou non vous souhaitez le maintien du premier tour. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque on était reçus à Matignon, les cafés et les restaurants ils étaient ouverts, les collèges étaient ouverts et que donc on n'était pas dans la même situation sanitaire. Donc voilà, je crois que et Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Christian Jacob, on a tous tenu le même discours, qui est de dire ça doit être un choix sanitaire et regardons les conditions sanitaires. Et c'est au gouvernement de décider. Alors, les maires sortants, notamment les maires des grandes villes, sont un peu moins prudents que vous. Ils veulent absolument organiser ce scrutin du second tour en juin. Vous les comprenez ? Oui, je les comprends, parce que forcément, ils sont sur le terrain, forcément, ils ont fait une campagne, forcément, c'est très frustrant. Surtout quand vous êtes arrivé en tête au premier tour et que vous avez envie de transformer l'essai. Je comprends, tout ça pose des problèmes démocratiques. Et donc, j'entends bien cet appel de terrain. Je le dis aussi, il faut entendre aussi leur argument, qui est un argument économique. Il y a besoin aujourd'hui, ils ont été élus pour certains, pour d'autres, ils sont en position d'être élus, et ils ont envie de faire des choses. Et ça se comprend, et on a un besoin de faire ces choses-là. Et donc, on peut entendre effectivement cet appel, simplement, les conditions sanitaires doivent être la priorité absolue. On va maintenant parler d'Europe, puisque la France et l'Allemagne, on le sait, se sont mis d'accord sur un plan de relance européen après la crise, un plan de relance de 500 milliards d'euros pour soutenir notamment les régions durement frappées par cette crise du coronavirus. Est-ce que vous saluez cette initiative franco-allemande ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, cette initiative franco-allemande était nécessaire et bienvenue. Et oui, ces 500 milliards d'euros vont permettre, en tout cas en partie, de faire face à la crise sans précédent. Mais je le dis aussi, ce sont des prêts. On va passer donc à plus de 1000 milliards d'euros de prêts européens, mais ça ne suffira pas. Et donc l'enjeu qu'on devra aussi avoir en Europe, et qui a commencé à être pointé par la France et l'Allemagne, c'est quoi ? C'est la mise en place d'une souveraineté sanitaire dans les pays, dans les États membres, mais peut-être avec des complémentarités entre ces États membres. Que la France et l'Allemagne, par exemple, travaillent ensemble sur une reconstitution de masques, sur une reconstitution de matériel, de respirateurs. Je pense que ça serait digne et utile. Le seul moment qu'on a vu de solidarité entre les pays européens, c'est au moment où on a transféré les malades d'un pays à l'autre. Mais si aujourd'hui vous demandez à un Italien quelle a été la solidarité européenne, ils vous répondront quasiment zéro. Et donc il nous faut reconstruire cette Europe-là. Et moi, ce qui m'inquiète, au-delà des déclarations, c'est que c'est le différentiel économique et le différentiel de résilience économique et sanitaire entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne résiste mieux économiquement, elle a de meilleures finances publiques, elle résiste mieux sur le plan sanitaire, elle a préservé ses lits de réanimation. Et j'ai peur que cet différentiel-là casse
la dynamique du couple franco-allemand. Alors Emmanuel Macron veut créer une Europe de la santé pour produire des masques, des tests et des médicaments. C'est une bonne solution ? Oui, mais là encore, ce sont des déclarations très intéressantes, mais il faut passer au stage d'acte. Et la difficulté, c'est qu'il va falloir obtenir un accord à 27. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec les 27. Et je pense même que si on ne peut pas le faire avec les 27, il faudra quand même le faire à quelques-uns, et notamment avec l'Allemagne. Parce que c'est essentiel. Sur les tests, pourquoi l'Allemagne a testé 3 fois, 4 fois, parfois même 5 fois plus que nous ? Ça me pose question, ça nous pose interrogation. Comment se fait-il que l'Allemagne, en même temps que la France, dépense moins dans sa santé, les dépenses de santé dans le PIB sont inférieures en Allemagne qu'en France. Et pourtant, elles ont plus de lits de réanimation qu'en France. Comment se fait-il qu'en France, on ait 35% des emplois hospitaliers qui ne sont pas des emplois médicaux ni paramédicaux? C'est là où on doit regarder et analyser les choses. Et justement, on va en parler de l'hôpital public français, puisque lundi prochain, le gouvernement organise une grande concertation avec les acteurs de la santé pour préparer un nouveau plan en faveur de l'hôpital. Est-ce que vous saluez cette initiative du gouvernement qui souhaite notamment augmenter la rémunération du personnel hospitalier ? Non, parce que je trouve que cette initiative est injuste, déséquilibrée et partiale. Je pense que le gouvernement s'est enfermé, encore une fois, dans une logique technocratique, bureaucratique, qui fait que ce qui était une bonne idée au départ, c'est-à-dire verser une prime aux soignants, va au final être une vraie usine à gaz. Nous souhaitons, nous, chez les Républicains, qu'il y ait une harmonisation de cette prime entre les territoires. Parce que c'est injuste de dire à un département vert, mais dans un hôpital qui avait un service Covid+, ou qui a été mobilisé matin, midi et soir, jour et nuit, de lui dire, vous n'aurez pas la prime bonifiée parce que votre département était en vert et que le département rouge, parfois qui est à 10 km ou à 20 km, lui verra sa prime bonifiée. Donc il y a une harmonisation à trouver, il y a un cadre à trouver. Et la deuxième chose, je voudrais dire, c'est qu'au-delà des primes, ce qu'il faut surtout travailler et envisager, c'est une politique de reconnaissance salariale. Et c'est une politique salariale qui doit aller plus loin. Moi, je souhaite plutôt une loi de programmation sanitaire qui permettrait justement une augmentation des salaires sur la durée et pas simplement une prime qui vise à acheter la paix sociale de court terme. Sur le temps de travail à l'hôpital, Olivier Véran parle d'assouplissement pour certains personnels. Quelle va être la proposition des Républicains sur le temps de travail ? Moi, je l'assume. Les 35 heures ont cassé l'hôpital public en France. Et il faut le dire tel quel. Et même si ça ne fait pas plaisir aux syndicats, il faut le dire. Parce que la réalité, c'est quand même celle-là. Donc oui, il faut réorganiser le temps de travail. Mais ça veut dire aussi avoir des salaires supplémentaires. Franchement, est-ce que vous préférez une infirmière qui travaille 35 heures et qui est gagne à peine plus que le SMIC, ou est-ce qu'on est en capacité d'augmenter massivement les salaires des infirmières, mais que la contrepartie de ça, c'est une augmentation du temps de travail, comme ça se fait dans les autres pays européens. Mais moi, très clairement, je choisis cette deuxième voie. Et il ne peut pas y avoir deux en même temps, parce que je vois le gouvernement hésiter, faire une espèce de valse à 3 temps pour personne se mettre à dos. La réalité, c'est qu'il faut assumer ce choix politique et économique. Parlons maintenant du déconfinement, puisque cela fait 10 jours que les Français sont en train de se déconfiner. Et dans 2 semaines, à l'Assemblée nationale, il y aura un débat sur la fameuse application Stop Covid de traçage numérique des citoyens sur la base du volontariat pendant la période de déconfinement. Quelle va être la position des députés Les Républicains sur cette application ? Bon, nous allons en discuter en réunion de groupe lundi, mais nous avons beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves et beaucoup d'interrogations à double titre. D'abord, la question des libertés publiques, elle ne peut pas passer par perte et profit. Ok, on est en crise sanitaire, ok, il faut tracer, il faut faire du tracking, mais enfin, on est quand même aussi un pays de liberté, on n'a pas la culture d'un pays asiatique, et il faut entendre cela. Et donc la question des libertés, elle ne peut pas être éludée. Deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, c'est la question de l'efficacité économique du modèle. Je vous le dis comme je le pense, je ne crois pas à un modèle basé sur l'anonymat et le volontariat. D'ailleurs, je prends juste un exemple, Israël, qui a mis en place ce modèle-là, a transformé ce modèle par la contrainte et le caractère obligatoire, parce qu'il voyait bien que ça montrait ses limites. Sauf que je pense qu'en France, nous ne sommes pas prêts à aller vers ce modèle-là et vers ce-là. Donc ça veut dire quoi ? Ma crainte, c'est que ça soit une application gadget, une application qui arrive trop tard, une application qui pose des problèmes en termes de liberté publique et une application dont l'efficacité coût-avantage, finalement, soit négative. Donc nous avons beaucoup de réserves. Alors, dans le débat sur la gestion du gouvernement dans cette crise sanitaire, les 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, vont lancer leur commission d'enquête au mois de juin. Le pays est encore en crise actuellement. Est-ce que c'était le bon moment pour enquêter ? Moi, j'avais proposé le mois de septembre, parce que je considère qu'il y a 3 temps, le temps de la gestion de crise, le temps de la relance économique et ensuite le temps de l'analyse.
Le Sénat a fait un choix d'avancer cette commission d'enquête. À partir du moment où cette commission d'enquête va s'installer au mois de juin au Sénat, il faut que l'Assemblée nationale coordonne et on ait une concordance de calendrier entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, nous installerons très certainement cette commission d'enquête dans le courant du mois de juin. Les choses doivent être décidées. D'abord, nous avons une mission d'information qui doit produire un rapport d'étape, et ensuite, il y aura cette installation de commission d'enquête. Mais mon choix initial était le mois de septembre. Il n'y a pas de course actuellement entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la date de cette commission d'enquête ? Non, il y a simplement une convergence. Comment les Français peuvent comprendre que, par exemple, le Sénat lance sa commission d'enquête au mois de juin et que l'Assemblée nationale le fera au mois de septembre? Voilà, donc je pense qu'il faut une concordance, une convergence. Non, il n'y a pas de course, que je pense qu'on peut être tout à fait complémentaires. Et c'est normal que les assemblées se saisissent et qu'une commission d'enquête soit là, non pas pour faire un tribunal populaire, mais pour pointer la responsabilité politique, les dysfonctionnements et les défaillances qu'il y a eu pendant cette crise. Damien Abad, une question plus politique sur la droite pendant cette crise sanitaire. Beaucoup de personnalités à droite se sont exprimées, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, vous-même, mais on a l'impression qu'il n'y a pas encore une voix unique pour représenter la droite dans la période actuelle. Comment se passe la reconstruction de votre famille politique ? Oui, vous avez raison, parce que le temps de l'incarnation et de la présidentielle viendra, il n'est pas encore venu, et donc notre enjeu à nous, c'est d'abord, il y a eu plusieurs voix, et vous avez quand même pu noter, et ça c'est une première, qu'il n'y a pas eu de voix dissonante. Nous avons chassé en meute, nous avons porté le fer. Et en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale, je ne peux pas être absent. On nous dit oui, mais il faut faire attention, on est dans un moment de sanitaire où il faut une unité nationale. Mais ce n'est pas mettre la poussière sous le tapis. On doit soulever des questions, il y a des interrogations, il y a des questions que se posent les Français sur les masques, sur les tests, sur la situation dans nos EHPAD, sur la relance économique. Qu'est-ce que je note ? Je note que les Républicains ont été la seule force politique d'opposition à faire des propositions. Nous avons mis un plan de déconfinement avec 50 propositions sur la table, 72 heures avant le gouvernement. Aucune autre opposition n'a fait cela. Pourquoi ? Parce que notre rôle, c'est d'être une opposition constructive, responsable, active, qui dit au gouvernement, voilà, nous on est force de proposition. Maintenant, il faut que vous nous entendiez. On ne peut pas dire matin, midi et soir, oui, il faut associer tout le monde, il faut l'unité nationale. Et quand on arrive à l'Assemblée nationale, avoir toujours ce réflexe qui fait que bien chaque jour, il y a un membre de la République En Marche qui s'en va parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans le groupe. Donc voilà, donc nous, on a été utiles, on a été force de proposition et je pense qu'on a montré une belle image de la droite pendant cette crise. Et justement, pour finir rapidement, l'effritement de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale de la République En Marche qui perd sa majorité absolue, comment vous l'expliquez ? Oui, ben je l'explique parce que un groupe politique, ce n'est pas une caserne militaire et donc le caractère martial ne fonctionne pas. Vous savez, on nous a dit parfois, vous savez, les Républicains, vous ne votez pas toujours pareil, vous êtes divisés. Non, on n'est pas divisés, on est libre. Mais ce que je souhaite pour tous les groupes politiques, c'est d'être libre. Merci beaucoup, Damien Abad, d'avoir été notre invité politique ce matin sur le plateau de Bonjour chez vous. Tout de suite, la revue de presse des territoires. La revue de presse des territoires concoctée pour vous par Steve Jourdain avec l'essentiel de la presse régionale. Bonjour Steve. Steve, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Alex. C'est bon, la connexion est bonne. Alors Steve, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une de nos journaux régionaux ? Eh bien, à la une de la presse ce matin, les arnaques du confinement, c'est à retrouver dans Le Progrès aujourd'hui. Le Progrès qui consacre un dossier aux profiteurs, aux magouilleurs de cette crise. Pendant le confinement, eh bien, les inspecteurs de la concurrence et des fraudes ont eu un travail énorme. Ils ont procédé à beaucoup de vérifications concernant notamment, on le sait, les gels et les masques. Pas mal d'abus, notamment en ce qui concerne les prix, des abus aussi en matière de qualité des produits. Beaucoup de produits vendus sur Internet n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, alors même que leurs vendeurs assuraient respecter parfaitement les normes. Un petit patron vient ainsi d'être écroué pour escroquerie. Dans l'actualité également, le oui mais du Conseil scientifique. Midi Libre revient sur l'avis du Conseil concernant la tenue du second tour des municipales. Il n'est donc pas opposé à un second tour en juin, mais il insiste sur la nécessité de réévaluer la situation sanitaire 15 jours avant la date du scrutin. Au total, environ, on le sait, 5000 communes sont concernées. Rappelons que si le second tour ne pouvait être organisé en juin, il faudrait alors tout recommencer, premier et deuxième tour, sans doute à l'automne prochain. Direction à présent l'Est de la France avec cette mesure drastique qui fait la une de l'Est républicain. Le test de tout un hôpital dans la ville de Bar-le-Duc. 8 membres du service de pneumologie ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. En conséquence, l'ensemble du personnel du centre hospitalier va être testé. Ça représente plus de 600
600 personnes quand même. Les cas contacts seront aussi recherchés. Il s'agit là, nous dit l'Est républicain, d'une procédure classique. D'ailleurs, le fonctionnement de l'hôpital ne devrait pas être impacté par la procédure. On reste dans l'Est de la France avec cette nouvelle qui soulève l'optimisme dans la région, l'Alsace qui se rêve en vert, c'est-à-dire aujourd'hui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Une semaine après le déconfinement, la situation hospitalière s'améliore dans la région. Certes, 8 nouveaux foyers épidémiques ont été identifiés, mais dans les hôpitaux, eh bien, les unités de réanimation se vident progressivement. La carte de France des couleurs vertes et rouges est figée, on sait, jusqu'au 2 juin prochain. Mais on a bon espoir ici de voir le Grand Est basculer en vert dans les tout prochains jours. Une bonne nouvelle qui s'accompagne ce mercredi d'une menace, une menace qui vient cette fois de l'ouest de l'Hexagone. Le quotidien Le Télégramme nous dit que certains maires envisagent à nouveau la fermeture des plages dans les prochains jours. Certains maires peinent en effet à faire respecter les mesures barrières. Une poignée de personnes refusent de respecter les restrictions. Ils posent leurs serviettes sur la plage, pique-niquent en nombre ou viennent en bande sur les ports de plaisance. Certains élus se font menaçants. Si ça continue comme ça durant le week-end de l'Ascension, les plages seront à nouveau fermées au public. Voilà à nouveau un nouveau week-end prolongé de tests en perspective. Alex, soyez prudents. Et oui, prudence sur les plages avec une pratique des plages dynamique. Merci beaucoup Steve Jourdain pour votre revue de la presse régionale. Tout de suite, le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. C'est l'heure du Club des territoires en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Ce matin, avec notre bande d'éditorialistes et également de sondeurs, nous parlerons des élections municipales. Faut-il organiser le second tour de ce scrutin au mois de juin? Le Conseil scientifique n'y est pas opposé, mais il recommande des mesures sanitaires très strictes. Et puis, va-t-il y avoir une casse sociale dans nos entreprises à la sortie de cette crise sanitaire avec des licenciements massifs dans les entreprises touchées par cette crise du coronavirus. Nous irons également voir nos confrères de la presse régionale. Aujourd'hui, nous serons à Toulouse avec la Dépêche du Midi et à Amiens avec nos confrères du Courrier Picard. Dans notre Club des territoires, j'accueille ce matin sur notre plateau Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Et puis ce club se réalise également à distance avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne du journal Ouest France. Bonjour Stéphane. Et puis Julien Lécuyer, journaliste à La Voix du Nord. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour. Alors, le premier thème de ce Club des territoires, il concerne les élections municipales. Faut-il organiser le second tour au mois de juin? Le Conseil scientifique n'y est pas opposé, mais il reste très prudent avec des mesures sanitaires très strictes. Il faut revoir l'organisation de la campagne, il faut un scrutin sanitaire très sécurisé et il faut surtout une nouvelle évaluation dans 2 semaines du Conseil scientifique. Frédéric Dabi, avec cet avis très prudent du Conseil scientifique, est-ce que ça va vraiment donner aux Français l'envie d'aller voter ? Il y a une prudence, c'est clair. C'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui c'est une priorité pour les Français d'aller voter pour les élections municipales, ça concerne que 16 millions de Français et donc 5000 communes. La réponse est non. Mais la question, c'est l'alternative. Est-ce qu'il faut, maintenant que la vie semble reprendre, que le déconfinement se passe plutôt bien, est-ce que la vie démocratique doit continuer à être mise entre parenthèses? Je ne me prononce pas pour les Français, mais bien sûr la réponse est non. L'idée d'être prudent, l'idée de faire une évaluation finale 15 jours avant l'éventuel scrutin de second tour est une bonne chose. N'oublions pas, un scrutin de second tour est un scrutin extrêmement court. Traditionnellement, il n'y a qu'une semaine pour tous les scrutins entre le premier et le second tour, sauf l'élection présidentielle où il y a 15 jours. Mais voilà, dans l'esprit des Français qui n'ont pas été si critiques que cela sur le premier tour du 15 mars. La critique sur laquelle on a mis en danger la vie des Français n'a pas pris de manière fondamentale dans l'opinion publique, mais les Français, bien sûr, vont vouloir que toutes les précautions soient prises. Alors en effet, cette campagne d'entre-deux tours pourrait durer 2 semaines avec des mesures sanitaires très strictes et une campagne où il n'y aura pas vraiment de contact social. C'est en tout cas ce que préconise le Conseil scientifique. Stéphane Vernet, est-ce que cette campagne sans contact, elle est possible, elle est souhaitable ?
De toute façon, ce sera une campagne sans campagne. En réalité, on n'a pas le choix. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que le gouvernement s'attendait à ce que le Conseil scientifique rende un avis assez tranché. En réalité, le Conseil scientifique dit quoi? Il dit il peut y avoir un second tour au mois de juin, mais on va quand même réévaluer dans 15 jours pour en être sûr. Et ça peut être un second tour qui s'organise, mais sans faire campagne. En réalité, il prend pas parti. C'est une décision qui n'en est pas d'une et qui place le gouvernement au pied du mur. Le choix, c'est soit un second tour en juin, soit un report à l'automne, soit certains demandent même à ce qu'il y ait un report d'1 an des élections. Et en réalité, il n'y a pas de bonne solution, parce que quelle que soit la solution choisie, elle fera des mécontents. Après, il y a un autre problème, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a près de 30 000 communes pour lesquelles il y a eu un choix qui a été fait dès le premier tour. Il en reste 4 922 pour lesquelles il n'y a pas de choix qui a été fait, donc il faut un second tour. On peut se dire que c'est une minorité, sauf que ça concerne essentiellement les grandes villes. Et surtout, il y a quelque chose qu'on n'aborde pas assez, c'est que comme la plupart des grandes villes n'ont pas finalement n'ont pas de résultats, il va y avoir le problème des intercommunalités. Comment on fait avec des intercommunalités dans lesquelles vous allez avoir à partir de ce week-end un certain nombre de nouveaux élus qui vont siéger, aux côtés d'anciens dont le cas n'a pas encore été résorbé? Comment on fait pour diriger ces intercos et comment on fait pour qu'elles soient efficaces si cette situation elle doit perdurer dans le temps? Je prends un cas très simple, le Rennes Métropole, qui est la grande agglomération rennaise, c'est pas rien, hein, c'est plus de 400 000 habitants. Vous avez le président de Rennes Métropole, qui est le maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui est quelqu'un qui ne voulait pas se représenter, donc il ne s'est pas représenté. Ce week-end, donc il était maire de Saint-Jacques-de-la-Lande. Ce week-end, il y aura un nouveau conseil d'installer qui devient président de Rennes Métropole dans le mois ou les 3 mois ou l'année qui vient, sachant que il y a une partie du conseil de Rennes Métropole qui n'est pas encore renouvelée. Et ça, c'est une vraie question. Effectivement, Stéphane, il y aura un problème pour les intercommunalités. Il faudra peut-être trouver une solution temporaire. Julien Lécuyer, cette campagne de l'entre-deux tours qui pourrait se passer au mois de juin, avec notamment une campagne sur le numérique, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle ne va pas isoler certains électeurs ? Elle va les isoler et puis elle va bouleverser la campagne. Le conseil scientifique, on en parlait tout à l'heure, a eu un avis qui est extrêmement mesuré et qui montre la complexité de cette campagne. J'en discutais avec le député UDI Olivier Becht qui me disait concrètement, il faut imaginer qu'on n'aura pas de porte-à-porte, que les meetings, il faudra les oublier. Et donc ça oblige à revoir totalement le fonctionnement de la démocratie. Donc on va avoir cette difficulté-là. Et en même temps, il va falloir peut-être en effet s'y adapter, puisque, comme le disait Stéphane, en effet, la grande majorité des communes sont demandeuses de sortir de cet épisode des municipales pour redonner vie à la démocratie locale et surtout relancer les investissements, voter les budgets, bref, reprendre la vie là où on l'avait laissée avant le confinement. Effectivement, Julien, il y a une volonté des élus de tourner la page de ces élections. Alors, messieurs, c'est le principe de ce club des territoires. Nous donnons la parole à nos confrères de la presse régionale et on va aller tout de suite du côté de Toulouse, retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi avec Éric Berger, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. Bonjour. Alors, aujourd'hui, à la une de la Dépêche, un dossier sur le baccalauréat et sur les examens de fin d'année. En effet, on s'est intéressé à tous les examens de fin d'année qui sont effectivement perturbés, voire annulés en raison de la crise sanitaire. Cette semaine, normalement, avant la fin de la semaine, un décret lié au bac qui va vraiment nous présenter toutes les règles de déroulement du bac doit être publié au journal officiel. Et on fait aujourd'hui un état des lieux, point par point, de toutes les questions qui se posent pour ces examens de fin d'année, qu'il s'agisse du brevet au collège, du bac, et puis des épreuves également d'admission dans les grandes écoles. Et il y a également la question des épreuves de l'oral de français qui, a priori, serait maintenue, ce qui a provoqué la colère et le mécontentement à la fois des parents d'élèves et des syndicats d'enseignants. Voilà, on consacre 2 pages à ce dossier.
Et puis Éric, ce matin, vous évoquez également les vacances d'été et la proposition de la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, une proposition qui fait débat. Elle demande que les péages autoroutiers soient gratuits cet été pour relancer le tourisme. C'est ça, elle a fait cette proposition la semaine dernière, qui a fait beaucoup réagir nos lecteurs et les internautes. Et Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, hier a répondu à la présidente de la région. Alors c'est sans grande surprise une fin de non-recevoir. Le secrétaire d'État rappelle que ce sont des concessions privées, que les sociétés privées ont besoin de ces fonds, des fonds qui servent également à des grands investissements routiers et autoroutiers. Et il a même un petit peu ironisé en disant que si la présidente de la région le souhaitait, elle pouvait éventuellement participer financièrement à l'équilibre des concessions autoroutières. Alors, la présidente Carole Delga a répliqué dès hier et dès la réaction du gouvernement en insistant, en relançant sa proposition afin à la fois de soutenir l'activité touristique, mais aussi pour des questions de pouvoir d'achat des Français. Et puis elle a même écrit dès lundi aux sociétés de concessions autoroutières pour faire cette proposition de manière un peu plus officielle. En tout cas, ça fait beaucoup réagir. Éric, on va aller dans les pages toulousaines de la Dépêche du Midi où vous vous intéressez à ces fameuses brigades Covid-19 de l'assurance maladie qui sont censées détecter les foyers épidémiques. C'est ça, on a consacré un dossier à ces fameuses brigades, il y en a dans tous les départements de France. Ça fait partie de ces mesures qui ont été prises au moment du déconfinement pour éviter qu'il y ait cette fameuse seconde vague. Et donc on est allé voir ces agents, il y en a une centaine en Haute-Garonne, c'est géré par la CPAM, ce sont des agents volontaires qui travaillent 7 jours sur 7 et qui nous expliquent leur mission qui consiste en fait à contacter toutes les personnes qui sont proches ou en contact de gens malades et porteurs du virus pour éviter justement ces contacts et que les foyers épidémiques grandissent. C'est une mission assez importante et ça fait partie de ce dispositif pour éviter la fameuse seconde vague. Alors Éric, dans ce Club des Territoires, on parle du second tour des élections municipales. Comment ce second tour se profile à Toulouse ? Alors à Toulouse, justement, on a fait réagir en tout début de semaine les principaux candidats au municipal de Toulouse pour savoir quelle était leur position par rapport au scrutin au mois de juin, en septembre, voire un petit peu plus tard. Et qu'il s'agisse de Jean-Luc Moudenc, le maire sortant, ou d'Antoine Maurice, qui est arrivé en deuxième position, qui est le candidat à la tête d'une liste d'un collectif citoyen, et bien, ils sont extrêmement prudents sur la date de ce second tour en expliquant qu'il faut vraiment rassurer à la fois les citoyens, les électeurs, et puis que toutes les conditions sanitaires soient respectées. Une réponse très prudente, il n'y a pas d'avis vraiment tranché sur la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un peu de suspense à Toulouse, où Jean-Luc Moudenc est arrivé en tête au premier tour, mais il ne dispose pas d'une avance très large sur ses opposants de gauche. Merci beaucoup Éric Berger. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi en direct de Toulouse. Et on rappelle la une aujourd'hui de la Dépêche du Midi sur le bac 2020. Tout ce qu'il faut savoir. Merci Éric. Merci. Alors, Éric Berger en parlait, il y a une certaine prudence, en tout cas des élus toulousains, mais des responsables politiques d'une manière générale sur l'organisation de ce second tour des élections municipales. En fait, les politiques sont plus inquiets que les Français, Frédéric. Oui, alors les Français sont également inquiets d'une manière générale. Ce qui est absolument incroyable dans cette période inouïe, hors norme que nous venons de vivre, avec ce confinement que les Français n'avaient pas anticipé même quelques jours avant, c'est qu'il y a eu d'un côté une consommation frénétique et effrénée de médias, d'informations, mais ça n'a jamais je dirais, canalisé ou fait baisser l'inquiétude. On suit depuis la fin du mois de janvier, depuis le début de la crise, le niveau d'inquiétude des Français. Il est absolument massif. C'est une enquête fiduciale pour Sud Radio. On a 3/4 des Français inquiets au niveau sanitaire pour eux et leurs familles. Et 88%, ça sera notre sujet peut-être tout à l'heure, sur les questions économiques, sur les conséquences économiques de la crise. Maintenant, je pense que si les Français ont le sentiment que toutes les précautions sont prises, les Français concernés, c'est quand même 16 millions de personnes, c'est la plupart des grandes villes, je pense que le scrutin pourra se faire. Ça a été très bien dit par les deux éditorialistes de Ouest France et de La Voix du Nord. Si
si finalement se décide une élection où on efface tout, on recommence en septembre ou au mois de mars, tous les élus qui siègent dans les intercommunalités, dans les communautés de communes, seront élus en 2020, d'autres en 2021. Ça pose un véritable problème. Maintenant aussi, il faut dire ce qui est, on sera sur de l'inédit complet. Traditionnellement, on dit, et c'est vrai, qu'un second tour n'a pas d'autonomie. Il est contenu dans les résultats du premier tour. La défaite de la gauche cinglante au municipal de 2014 était contenue dans le premier tour. Le second tour n'a fait que l'amplifier. Là, on va avoir un second tour singleton, si je puis dire. Les Français ont oublié ou sont loin du rapport de force électorale de mars 2020, même si la tendance que l'on voit de manière très large, qui était déjà la tendance du premier tour, c'est que les sortants s'en sont plutôt très bien sortis au municipal. Alors au sein de la classe politique, il y a un vrai débat sur la date de ce second tour des élections municipales. Les maires des grandes villes mettent la pression pour l'organiser en juin. Les parlementaires sont beaucoup plus réservés. Et de son côté, le gouvernement, il veut partager la responsabilité, organiser une grande concertation avec les responsables politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, Stéphane Vernet ? C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne solution en réalité. Vous parliez d'inquiétude des élus. En fait, l'inquiétude des politiques, elle tient au fait qu'ils ont bien conscience que la France, les Français n'ont pas la tête à ça. Et le risque majeur d'un scrutin en juin, c'est une abstention massive assez inédite. Alors, on a eu une abstention massive au mois de mars qui était liée directement à l'épidémie qui est en train de faire irruption sur la scène française. Aujourd'hui, le risque, c'est de demander aux gens de retourner aux urnes et qu'on ait une très faible mobilisation. Et ça, c'est pas bon pour la démocratie, c'est pas bon pour les gens qui seront élus, c'est pas bon pour les gens qui sont battus, c'est bon pour personne. Donc, je pense qu'il y a cette perspective-là, ou ce pressentiment en fait qui marque les esprits et qui explique ce débat. Et en même temps, il y a la nécessité d'aller vite par rapport aux intercos, par rapport à la démocratie, et la machine démocratique, elle est aussi à remettre en marche. Et donc, il y a ces deux injonctions contradictoires qui expliquent, à mon avis, ce débat. Après, il y a juste un autre point qu'on n'aborde jamais, c'est que, imaginez si on reporte, déjà le fait d'avoir reporté le premier, enfin d'avoir 3 mois entre le premier et le deuxième tour, c'est totalement inédit, ça pose quand même plein de questions. Mais alors, si c'est reporté au mois de septembre ou octobre, ou pire, si c'est reporté d'1 an, il y a un certain nombre de gens qui étaient présents au premier tour qui vont jeter l'éponge, qui ne se présenteront pas pour le second tour. Comment ça se passe pour les comptes de campagne? Comment on fait s'il faut désigner un nouveau candidat, une nouvelle tête de liste, s'il faut refaire des affiches, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont complètement inédites, dont on n'a jamais parlé, qu'on ne prend pas forcément en compte parce qu'on n'a jamais été face à de tels choix ou une telle situation, et qui peuvent rendre la donne particulièrement compliquée. Donc tout ça plaide quand même pour résoudre le problème très rapidement, c'est-à-dire une tenue en juin, avec toutes les réserves qui sont liées à la situation sanitaire qui est encore très instable. Du gouvernement, on a l'impression qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne veulent pas se mouiller tout seuls cette fois-ci et ils veulent partager la responsabilité avec les élus et les parlementaires. Ah ben, on les comprend, et chat échaudé craint l'eau froide quand on voit que la manière dont s'est passée la décision du premier tour, tout le monde prend des pincettes, que ce soit le conseil scientifique dont le président, le professeur Delfraissy, avait été exposé par Édouard Philippe pour valider la décision du maintien du premier tour. Et là, dorénavant, avec toutes les contraintes liées à la crise épidémique, on rentre dans le triangle des Bermudes de la vie démocratique. Et donc, dès lors, le gouvernement se retrouve obligé, d'une certaine manière, à chercher un consensus qu'il n'aura jamais. Parce que concrètement, dans tous les camps, on voit des tenants de plusieurs solutions, de ceux qui veulent juin, de ceux qui veulent un report à mars 2021, même au sein de LREM. Le président de l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, Richard Ferrand, n'est absolument pas pour la solution de juin, rejoindrait presque la position du Rassemblement national et de Marine Le Pen sur le fait de dire oxygénons la vie démocratique et remettons ça à l'année prochaine dans des temps plus sereins, avec peut-être, si on l'espère tous, un vaccin et une situation qui sera apaisée. Ne choisissons surtout pas fin septembre, début octobre, parce que là, on aura les inconvénients sans les avantages.
Et à l'intérieur de chaque camp, on a cette opposition. Alors, obtenir le consensus avec ça, vous ne l'aurez jamais. Oui, effectivement, il y a un vrai dilemme. Alors on va sortir de ce triangle des Bermudes politiques pour aller dans un triangle des Bermudes économiques cette fois. C'est le deuxième thème de notre club des territoires, car il pourrait y avoir une casse sociale avec des licenciements massifs dans nos entreprises à la sortie de cette crise sanitaire. Et cette casse sociale, elle préoccupe beaucoup le président du Sénat, Gérard Larcher. Écoutez-le. Ma vraie préoccupation, je vais vous le dire, c'est les 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail au mois de septembre prochain pour 400 000 diplômés, mais aussi pour des apprentis, mais aussi pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Quelle réponse on va leur apporter? Comment on va gérer les plans de sauvegarde de l'emploi? Tout ça, c'est des vraies réponses qui pourront s'appuyer que sur une seule chose. Le dialogue social. Et cet horizon plutôt sombre pour nos entreprises inquiète donc le président du Sénat, Gérard Larcher. Mais Frédéric Dabi, est-ce qu'il inquiète également les Français? Très nettement, oui. Je vous le disais, sur notre indicateur d'inquiétude sur les conséquences du coronavirus, ça fait maintenant 1 mois que l'inquiétude sanitaire, même si elle est très fortement partagée à 3/4 des Français, est dépassée par l'inquiétude économique. 88% des Français, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire une quasi-unanimité, se disent inquiets sur les conséquences économiques de la crise. C'est une traduction immédiate. On voit très bien que le chômage comme priorité d'action de la part des pouvoirs publics remonte très très fortement. Par rapport à une enquête de la fin du mois d'août, c'est quand même pas il y a très longtemps, on voit que pour la première fois le chômage repasse devant le pouvoir d'achat. C'est intéressant de voir ça parce que pendant très longtemps, le chômage avait un peu, ces dernières années, disparu du discours spontané des Français. Bien sûr, c'est un vrai sujet, mais ça avait été devancé par les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, qui perd 15 points dans cette enquête IFOP fiduciale pour JDD. Ça avait été devancé, bien sûr, par le pouvoir d'achat. C'était le travail qui payait mal, qui est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, qui était jugé plus préoccupant et à prendre en charge par les pouvoirs publics que le fait de ne pas trouver d'emploi. Et comme le disait le président Larcher, il y a un vrai sujet sur les jeunes, sur l'insertion des jeunes, sur les moins de 25 ans, sur les 25-34 ans qui déjà peinaient à s'insérer sur le marché du travail. On voit que pour toute une série de populations fragiles, ça va être extrêmement compliqué. Hier, on restituait une enquête pour l'AGFIP sur l'insertion des personnes en situation de handicap, public fragile s'il en est. On voit très bien que les anticipations sur le fait de retrouver un emploi pour les PSH chômeurs sont extrêmement sombres. Et beaucoup d'inquiétudes, effectivement. Stéphane Vernet, effectivement, à la sortie du confinement, avec l'extinction progressive du dispositif de chômage partiel, eh bien, les entreprises vraiment touchées par cette crise du coronavirus vont être obligées de licencier tout simplement pour survivre. Oui, alors malheureusement, c'est ce à quoi tout le monde s'attend et c'est ce qui va se produire. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, pour combien de temps, on ne sait pas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le pays, au niveau de l'emploi, a mis quasiment 10 ans à se remettre de la crise de 2008. C'est en 2017-2018. Aujourd'hui, finalement, que le niveau d'étiage a été retrouvé. L'idée, c'est qu'en 2008, au moment de la crise financière, en fait, la France avait fait le choix de protéger les gens qui perdaient leur emploi quand les Allemands avaient fait le choix d'un dispositif de chômage partiel. Et c'est en regardant ce qui s'est passé par la suite que le gouvernement, cette année, a décidé d'investir énormément sur le chômage partiel en se disant que les Allemands, avec ce dispositif de chômage partiel, avaient pu rebondir plus vite et mieux que la France au regard de l'emploi. Et donc l'idée, ça a été de se dire, pour la crise du Covid, cette fois-ci, on investit massivement sur le chômage partiel, comme l'avaient fait les Allemands en 2008, pour avoir une reprise très rapide. C'est un choix intelligent, c'est un bon choix. Le problème, c'est qu'il a coûté beaucoup plus cher que ce qui était imaginé au départ. Le coût est phénoménal. Et derrière cette volonté de maintenir l'emploi, il y a aussi ensuite un plan de relance qui reste à élaborer. Il va falloir réinjecter de l'argent en plus de ce qui a été mis pour soutenir l'économie dans l'urgence. Il va falloir refaire un plan, réinvestir massivement pour relancer l'économie. Et là, on est dans des ordres de grandeur qui sont, encore une fois, tout à fait inédits dans notre pays. On atteint un niveau de dette publique, d'endettement général qui est quand même assez phénoménal. Il faut voir si on est capable de tenir dans la durée et de trouver un équilibre. Et oui, le chômage partiel, le dispositif de chômage partiel, j'espère qu'il va bien fonctionner, mais il va permettre à des gens de ne pas perdre leur emploi. Par contre, tous ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, eux, ils tombent dans un trou d'air qui est phénoménal. On ne sait pas combien de temps il va durer. Et donc, l'emploi des jeunes, ça va être une vraie, très, très grosse question
dans les semaines, les mois qui viennent. Tout à fait. Alors Stéphane, vous parliez de la nécessité d'un plan de relance. Il y aura certainement des plans de relance ciblés pour certains secteurs qui ont été lourdement frappés par cette crise du coronavirus, comme le secteur du tourisme, le secteur aérien et le secteur automobile. Julien Lécuyer. Alors oui, et d'autant plus dans les Hauts-de-France, cette question, elle prend une place prépondérante, parce qu'il faut le savoir, notre région, c'est la première région automobile de France, avec 60 à 70 000 emplois. Hein. Et donc, ce plan de relance et cet accompagnement de l'industrie va être essentiel pour sauvegarder l'économie totale de la région. Et j'en veux encore plus preuve que vous avez entendu les annonces de Renault autour d'un plan d'économie de 2 milliards en 3 ans. C'est une mauvaise nouvelle probablement pour l'usine de Douai notamment, qui produit des véhicules qui ne sont plus vraiment à la pointe de la stratégie de la firme aux losanges. Hein. On pense à l'espace, les scéniques et les talismans. Donc il y a beaucoup de doutes qui se portent là-dessus. Mais fort heureusement, on va dire qu'à côté de ça, on a un secteur automobile qui est plutôt performant, avec Toyota qui produit des Yaris, qui est une voiture qui a beaucoup de succès. On a PSA qui risque d'accueillir, on l'espère, une plateforme de batterie pour véhicules électriques la plus grande, une gigafactory qui permettra peut-être d'accueillir 3000 personnes. Donc on est balancé entre des signaux positifs et négatifs. Dans les Hauts-de-France, a priori, le secteur automobile ne sera pas forcément la première des victimes de la crise, même s'il y a eu 1 mois et demi d'arrêt total de l'industrie, mais il est probable qu'elle puisse reprendre. La grosse incertitude dans les Hauts-de-France, elle se porte sur les micro-entrepreneurs, sur les indépendants. On a un chiffre d'affaires moyen des entreprises qui a baissé de 30%. C'est tous ces entreprises un petit peu fragiles qui va obliger à une réponse que le gouvernement n'a pas encore trouvée, juste après dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Julien Lécuyer, on va rester dans les Hauts-de-France, on va aller à Amiens retrouver nos confrères du journal Le Courrier Picard avec Mickaël Tassard, rédacteur en chef du journal. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, ce matin, le Courrier Picard fait sa une sur les brigades Covid-19 qui doivent détecter les foyers épidémiques. Oui, tout à fait. Donc, nous avons suivi la brigade Stop Covid de la Somme qui est dimensionnée pour recevoir 600 appels par jour. Cette brigade est en fonction depuis une semaine maintenant et, j'allais dire, à notre grand étonnement, elle n'a traité que 32 cas durant cette semaine, alors que la Somme est un département classé rouge sur la carte de l'épidémie. Et ces 32 cas, donc grâce au travail des agents de la CPAM, les 58 agents pour la Somme, a permis de détecter 68 cas contacts, donc 2 cas contacts pour un malade. Mickaël, on en parlait tout à l'heure du second tour des élections municipales. Vous l'évoquez également dans vos colonnes. Oui, alors nous l'évoquons, c'est vrai que le jeu est déjà joué dans pas mal de villes, notamment dans l'Oise, mais il reste des villes emblématiques pour nous, notamment celle d'Amiens, où, j'allais dire à notre grand étonnement, les candidats ne sont pas très enthousiastes à l'idée de renvoyer leurs électeurs aux urnes au mois de juin. En fait, seuls ceux qui sont arrivés très nettement en tête au premier tour plaident pour un second tour en juin. Les autres, quitte à repasser par les 2 tours, nous disent attention, pour l'instant la situation est encore sous contrôle. Ne l'est pas encore en tout cas. Donc prudence chez les élus. Oui. Et puis pour faire le lien avec le sujet dont vous traitiez, nous parlons également d'une bonne nouvelle. Le centre Amazon d'Amiens, un des 6 centres Amazon de France, a rouvert hier avec un tiers de ses effectifs. Mais c'est une bonne nouvelle et c'est en tout cas, encore une fois, un emblème du bassin d'emploi amiénois, puisqu'Amazon est ouvert depuis quelques mois uniquement et que cette crise a stoppé son activité. Merci beaucoup Mickaël pour votre intervention en direct d'Amiens. On va revoir la une du Courrier Picard consacrée aux brigades Covid-19 mobilisées sur la piste du virus. Frédéric Dabi, pour revenir sur notre thème d'une future casse sociale dans les entreprises françaises. Maintenant, la question se pose, que faire pour relancer la machine économique ? Est-ce qu'il va falloir demander aux Français de travailler plus ?
Alors, les Français, ils sont plutôt favorables. Hein. C'était un des items de l'enquête IFOP fiduciale pour le JDD sur les grandes leçons de la crise. Bien sûr, relocaliser les productions stratégiques. Favoriser plus que jamais le Made in France et les circuits courts. Et puis, bien sûr, travailler plus. Même si pour les Français, il y a, dans un moment où sans doute un chômage de masse va très fortement survenir, et c'était intéressant de parler des auto-entrepreneurs, des patrons de TPE. N'oublions pas que la France, il y a un regard médiatique qui est très fortement axé sur les grands groupes. C'est 94% d'entreprises de 0 à 19 salariés pour lesquels les Français ont un jugement tout à fait bienveillant. L'époque du jugement un peu globalisant, sévère et de classe sur les entreprises est maintenant complètement révolue. Donc, dans ce cadre-là, les Français travaillaient plus, oui, mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Suppression de jours fériés, et le sentiment qu'on rogne sur les acquis sociaux. Frédéric, rapidement, on va voir l'une de vos études sur la confiance des Français dans le pilotage du gouvernement dans cette crise. Est-ce que les Français font confiance au gouvernement ? Alors, il y a eu une défiance qui a été absolument majeure, massive, qui a été très très fortement liée à la question des masques, qui a vraiment empoisonné la relation de confiance entre les Français et l'exécutif, et le fait qu'Emmanuel Macron y revienne à peut-être réactiver cette défiance. Mais quand même, on a depuis quelques jours, notre dernière enquête IFOP JDD, un rebond de la confiance, peut-être avec ce déconfinement qui semble, je vais être très prudent, pas trop mal se passer. On voit mettre à distance dans le discours des Français tout le discours sur les déficiences de l'État, l'absence de tests ou de masques. Mais quand même, c'est intéressant de voir que la confiance est plus forte sur l'aide aux entreprises que sur l'efficacité face au coronavirus. Stéphane Vernet, rapidement, en quelques mots, quel va être le défi, le challenge du gouvernement pour sauver les entreprises françaises dans la crise à venir ? D'abord, il y a la confiance qu'on vient d'évoquer. Ça fait partie des choses qui permettent aussi à l'économie de bien fonctionner. Pour relancer la machine, il faut qu'elle se fasse sur la base de cette confiance. Après, il y a aussi toutes les mesures d'accompagnement qu'on a évoquées qui restent à définir. Le fait que l'Union européenne ait décidé une rallonge de 500 milliards d'euros dans les aides est une extrêmement bonne décision. Ça fait partie des points très intéressants. Il faut voir ce que le gouvernement aujourd'hui va être capable de mettre sur la table à l'automne. Et au-delà des secteurs ciblés qu'il faudra aider finement, comment est-ce qu'il va pouvoir recréer une dynamique sur des fonds, sur de la commande publique, sur réinjecter de l'argent et peut-être inventer de nouvelles choses pour permettre à l'emploi et à l'économie de repartir. Tout ça reste à définir. Julien Lécuyer, rapidement, dans la suite de cette crise, on va aller vers une économie administrée avec un État fort. Oui, et j'allais dire dans la relance, on va surtout assister à un gouvernement qui va devoir faire décoller un Airbus. Il y a 150, 200 boutons, 200 indicateurs devant lui. Et pour faire redémarrer le moteur, il doit gérer chaque bouton très finement. Donc on va voir arriver des choses. Pour l'instant, c'est très incertain. On ne sait pas vers où on va. Tout le monde veut y voir ce qu'il cherche et ce qu'il veut voir à sa porte. Mais à l'heure actuelle, en vérité, on n'a aucune vraie indication sur le plan de relance précis que doit annoncer le gouvernement bientôt. Et oui, on est encore un peu dans le flou. Alors l'émission se termine. Rapidement, on va voir les unes de vos publications respectives, messieurs. Julien Lécuyer, à la une aujourd'hui de La Voix du Nord. Elle concerne les cafés et les restaurants dans votre région, rouvrir ou pas. Et puis Stéphane Vernet, à la une ce matin du journal Ouest France. Il est question des chantiers de l'hôpital public. Merci messieurs. Merci Frédéric Dabi. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce club des territoires. C'est la fin de cette émission. Bonjour chez vous. Je vous donne rendez-vous cet après-midi sur Public Sénat pour l'émission spéciale Questions au gouvernement présentée par Tam Tranui à partir de 14h50. Et puis ce soir, allons plus loin, notre émission d'analyse de 18h à 19h présentée par Rebecca Fitoussi. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires.
Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.